Bonjour à tous et bienvenue sur notre balado Les Voix de la transformation. Aujourd'hui, dernier épisode avec notre invitée Marie-Ève Bellemare. Si vous n'avez pas encore écouté les derniers épisodes avec cette invitée, ceux-ci sont disponibles sur toutes les plateformes. On parle dans cet épisode de l'exécution stratégique, en passant par l'architecture stratégique, la cohérence et l'intention derrière les objectifs stratégiques. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, que ce soit sur LinkedIn, YouTube, Spotify ou toute autre plateforme audio. Sur ce, on vous souhaite une très bonne écoute. Dernier épisode avec toi, Marie-Ève, aujourd'hui. Puis je pense que ça va être comme la combinaison de tous les échanges qu'on a eus dans les 2 premiers épisodes. Vraiment plus l'exécution stratégique. Mm-hmm. Après une planification stratégique, comment j'entame mes actions, comment j'entame mes changements, puis comment je mets tout ça ensemble pour que ça avance. On en a comme un peu parlé dans les 2 premiers épisodes, comme effleuré l'aspect management stratégique, mais là, on va tomber plus dans le vif du sujet, puis on va essayer de collecter le plus d'informations de toi pour que les gens qui nous écoutent à la maison, vous vous sentiez enrichis par cet échange. Et ça va être grandiose. Parfait. Quand tu dis exécution stratégique ou management stratégique, qu'est-ce que ça comprend pour toi? J'ai parlé beaucoup d'alignement, de cohérence, hein? Puis, tu sais, dans le fond, c'est la base même. Donc, comment est-ce qu'on arrive à faire en sorte que notre système même de gestion, notre planification stratégique, d'exécution de notre stratégie, parce que l'exécution stratégique, ultimement, c'est ça, là. C'est l'exécution de notre stratégie. Comment on arrive à le faire de façon ordonnée, de façon séquencée, puis de façon efficace. Et je vous dirais que quand j'ai quitté mon poste de direction générale, j'avais réussi le pivot. Mais mon plus grand enjeu, c'était que j'avais pas de système nécessairement. C'est-à-dire que pour moi, dans ma tête, c'était tellement clair les objectifs que je devais atteindre que j'ai été capable de générer les actions nécessaires pour être capable d'y arriver. Mais je ne suis pas quelqu'un qui est très, très structuré. On dirait que c'était clair dans ma tête, mais je n'étais pas structurée. En fait, oui, mais c'est parce qu'on dirait que c'est ça, c'est que c'est tellement clair, le chemin dans ma tête est tellement clair que je n'ai pas nécessairement besoin d'avoir un plan de match. Oui, je comprends. Je n'ai pas besoin de le mettre en plan d'action. C'est comme mon chum dans le garage, il comprend ce qu'il fait, mais moi, je ne peux pas suivre. Là. Exactement. Puis là, je me suis rendu compte que ça ne pouvait pas être comme ça. Quand c'était moi qui était vraiment impliquée dans l'organisation, je suis capable de le faire parce que c'est moi qui lis le changement. Oui. Mais comment je fais pour accompagner mes clients à mettre en place une structure? Parce que je sais que... C'est pas toi, tu as les rênes. Tu n'as pas les rênes, fait qu'il faut que... Bien, c'est ça. Tu as de l'outil à... Exactement. Fait que je l'ai cherché longtemps. La méthodologie qui me permettrait, qui pour moi me faisait du sens. Parce que, tu sais, les fameux plans, les one-pagers, les roches, les ci, les ça, il y a plein de mécaniques, de systèmes d'exécution. Puis pour moi, il manquait toujours une couche. Il y avait toujours quelque chose qui ne marchait pas, puis il y avait toujours de l'incohérence dans le système. Puis en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que la très grande majorité, et là, je ne veux pas tirer des pierres aux autres systèmes d'exécution, là, mais il reste que si j'en ai choisi un autre, c'est parce que je pensais que le mien était meilleur. Mais c'est que souvent, on ne le descend pas en objectif stratégique. On va parler de... Je l'ai dit d'entrée de jeu, souvent on va parler de vision, puis on va tomber tout de suite dans des projets stratégiques ou des axes stratégiques. Et moi, dans mon 20 ans à des postes de direction, j'ai été accompagnée en planification stratégique. Fait que tu sais, je suis allée chercher de l'aide externe pour m'aider à structurer et je restais toujours sur ma faim parce que je ne comprenais pas les concepts. Okay. Je ne comprenais pas comment ça se fait qu'on me parlait d'axes stratégiques puis qu'ultimement, on me parlait des ventes. Bien, c'est pas un axe stratégique. Je comprends. C'est un département. C'est des actions. Ah, fait que il y avait toujours un disconnect entre ma compréhension et ce qu'on m'offrait comme cadre d'exécution. Puis là, on me parlait d'objectifs SMART. OK, objectif SMART. Puis là, on me parlait de KPI. OK, mais mon KPI, c'est une mesure, c'est une donnée qui est fixe dans le temps. Si moi, je veux le faire bouger, si je veux la faire bouger, l'aiguille, là, je dis quoi? Je fais quoi? Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends-tu? Tu sais, mettons qu'on dit, là, on veut... Tu sais,
C'est pas vrai que développer nos ventes, c'est un axe stratégique. 100% des organisations doivent développer leurs ventes. Oui, mais oui. C'est pas vrai que la satisfaction de ta clientèle, c'est ton indicateur ultime. 100% des entreprises doivent s'assurer de la satisfaction de leur clientèle. Mm-hmm. Mais je vous pose la question, par exemple. Est-ce que vos clients sont satisfaits de vous pour les raisons pour lesquelles vous souhaitez qu'ils soient satisfaits? Ah, ça, c'est autre chose. Et souvent, quand on pose la question à nos clients, aux clients de nos clients, on se rend compte qu'ils les reconnaissent pour des éléments sur lesquels ils disent « Ah ouais. Je me force même pas pour ça. C'est pour ça que je suis reconnue. Oui, c'est ça. Mais tu sais, j'aimerais ça être reconnue pour autre chose. Ouais. OK. Là, ça veut dire que tu as une aiguille à faire bouger, là. Ça veut dire qu'il y a un changement à faire, là. Ouais. Puis moi, ça, je me disais, OK, c'est beau, là, c'est des beaux concepts, mais comment j'arrive à le matérialiser? Comment on l'exprime vraiment? Et à force de chercher puis de faire des recherches, puis il y a eu un grand mouvement, puis là, c'est de plus en plus utilisé, là, mais les OKR. Les OKR, pour moi, ça a été la méthodologie qui m'a permis vraiment d'exprimer en plan de match la façon dont moi, j'ai fait les choses Dans ta tête. dans ma tête. Puis OKR, pour les gens qui nous écoutent, ça veut dire quoi? Ça veut dire Objective and Key Results. OK. C'est en anglais. Fait qu'en français, ça va être objectifs et résultats clés, donc des ORC, mais on n'utilise pas ça. On ne va pas là. Donc, c'est vraiment des OKR. Puis les OKR, dans le fond, là, ça, c'est une méthodologie qui a été développée vraiment par Andy Grove chez Intel dans les années 70. OK. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps en temps. Mais lui, il l'avait développé non pas pour en faire une méthodologie commercialisable, mais c'était vraiment pour lui, pour être capable d'atteindre les résultats. Donc, qu'est-ce que c'est les OKR? C'est que ton objectif, c'est aspirationnel. Donc, ton intention stratégique, tu la mets dans ton volet objectif. OK. Et la façon dont ça fonctionne, c'est que là, on va se poser la question, OK, mais quels sont les résultats différents qu'on doit atteindre pour être capable d'atteindre cet objectif-là? Donc, c'est vraiment tout un autre concept et tes résultats clés sont interreliés et fonctionnent entre eux. OK, oui, c'est ça. C'est pas mon stand-alone, là, tu sais. C'est pas un stand-alone. Mm-hmm. Et comment tout ça fonctionne avec les indicateurs? Bien, c'est qu'un indicateur, c'est une mesure fixe. Hein? Je vous l'ai dit. Bon, mon indicateur, je veux atteindre. On va prendre le standard au niveau des ventes. Hein? Très souvent, les gens veulent avoir de la croissance. Je vais avoir mon indicateur, je vais être capable de me rendre à 5 millions de chiffres d'affaires. OK. PME, 5 millions de chiffres d'affaires. Aujourd'hui, j'étais à 2. J'ai un gap, là. J'ai un écart. Comment je fais pour passer de 2 à 5? Mais là, au-delà de ça, mes résultats clés sont attachés à mon objectif. Je ne veux pas juste atteindre 2 à 5. Je veux atteindre 2 à 5 auprès des clients qui reconnaissent la valeur réelle que je veux créer. Oups, Ouais, c'est ça. ça vient de changer complètement l'intention de mon 2 à 5 millions de chiffre d'affaires. Fait qu'ultimement, mon plan de match, c'est pas de vendre pour vendre. Mon plan de match, c'est de vendre auprès de clients qui reconnaissent ma valeur. Oui, exact. Fait que là, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens d'aligner ta stratégie de vente. Tu viens d'aligner ton équipe sur une intention complètement différente. Tu viens pas juste de leur dire On vend plus. on vend plus. Oups. On vend plus avec une intention vraiment spécifique. Ouais. Fait qu'on vient de vraiment aligner la gang vers l'atteinte d'un objectif qui est aligné, dans le fond, avec notre stratégie organisationnelle. Mm-hmm. Fait que les OKR, ça a été vraiment la méthodologie qui, pour moi, m'a permis de garder cette intention stratégique-là à travers tous les objectifs corporatifs et même départementaux. C'est ça, parce que là, ton alignement est plus fondé, tu sais. Bien, c'est parce que tout découle. C'est ça. Donc, on part de la vision, on part, dans le fond, de toute la réflexion stratégique. Hein? On part de la vision. La vision, tantôt, j'ai parlé d'architecture. Hein? J'ai parlé d'une zone d'architecture stratégique. L'architecture stratégique, c'est pas juste les fondements stratégiques. C'est au-delà des fondements, on doit bâtir. Il faut se donner une perspective beaucoup plus grande que juste nos fondements. Mm-hmm.
Notre vision stratégique, là, on va l'atteindre comment? Grâce à quel rouage ou quel élément qui est spécifique à notre modèle d'affaires, à notre recette comme organisation? Ouais. Donc, quand on parle quand on parle de l'architecture stratégique, on va jusque-là. Et ensuite de ça, bien, on va utiliser les OKR en se disant, OK, si c'est ça notre architecture stratégique, c'est ça la vision qu'on a, c'est quoi les objectifs stratégiques corporatifs sur lesquels on doit travailler spécifiquement pour être capable d'arriver là où on veut aller? Puis ça, c'est comment qu'on peut... Parce que, tu sais, comme moi, je suis plus habitué avec les objectifs SMART, ça donne quand même si c'est pas idéal ou parfait, ça donne quand même une façon de dire, OK, je peux évaluer ou je peux avoir conscience de qu'est-ce qui est un bon objectif SMART, si on veut. Mais dans le cas du contexte des OKR, comment on fait pour déterminer qu'un objectif est un bon objectif? En fait, je veux juste revenir sur deux choses. Quand on parle, c'est un petit peu le même concept quand même. Le volet SMART n'est pas complètement disparu. Là. Okay. On est quand même attaché avec justement des indicateurs, avec un espace temporel, on le cadre quand même. Ouais. La logique du SMART, il faut quand même que ce soit mesurable. Il faut quand même que ce soit réaliste, mais audacieux. Il faut quand même que ce soit... faut que ça ait du sens, là. Au même titre que la logique derrière le SMART. Okay. Et c'est plus toute la mécanique d'exécution qui faisait en sorte que ça facilite énormément la cascade jusque dans les opérations. Okay. C'est toute la mécanique derrière. Puis je veux juste faire un pont avec la conversation qu'on a eue tantôt. Puis Marie, tu posais la question sur... On doit le faire vivre au quotidien, tout ça, là, cette intention stratégique-là, cette clarté-là. Mais la mécanique OKR vient aussi avec une autre mécanique, qui est la mécanique humaine. Donc, l'activation humaine de tes objectifs, qui est plus systémique, là, qui s'appelle le CFR, qui est la conversation, le feedback et la reconnaissance en continu. Fait que ça fait tout un système d'exécution stratégique qui est cohérent. Mais c'est ça, je pense que le mot-clé de ça versus SMART et OKR, ce que j'entends, moi, c'est la cohérence et l'interrelation de l'intention des... Tu sais, tu l'as bien mentionné tantôt, puis moi, ça a été comme vraiment un déclic. Je veux pas juste faire plus de ventes pour faire plus de ventes parce que mon objectif de me rendre à 5 millions de ventes est aussi interrelié au fait que je veux que mes clients cibles soient satisfaits de ma valeur. Et que là, je commence pas à vendre en Chine là, à faible qualité parce que ça atteint mon 5 millions. J'ai encore quelque chose d'interrelié qui me dit c'est pas juste si simple que mes ventes, c'est tout attaché. T'sais. Exactement. Et je pense que moi, c'est là que je vois vraiment la différence dans ce que moi, je percevais des objectifs SMART et là, des OKR. Puis juste, tu sais, des KPI, des indicateurs de performance. C'est ça, des indicateurs de performance. Puis toi, tu dis indicateur clé. Je pense que le clé vient faire comme la différence parce que indicateur de performance, ton chiffre d'affaires, il peut être bon, pas bon. Mais si mon clé, c'est l'effet de mon chiffre d'affaires par rapport au taux, parce que si je suis à 5 millions, mais que je n'ai pas mon taux de satisfaction, bien, mon indicateur clé, il n'est pas atteint, tu sais. Et là, ce qui est intéressant dans ce que tu amènes, puis c'est vraiment ça, c'est que chacun, dans le fond, c'est ultimement, c'est que tu viens comme imbriquer tes indicateurs qui sont interreliés. Okay? C'est ça. Parce qu'on va parler de la croissance des ventes. Ça peut être un des résultats clés que tu mets. Mais c'est pas indépendant de la satisfaction de mes clients. C'est pas indépendant non plus de ta marge. Exact. C'est facile de passer d'un chiffre d'affaires de 2 à 5 millions si tu le vends à zéro. Non, mais puis c'est des enjeux qu'on voit dans les organisations. Là. Oui. On va aller vendre des produits qui sont faciles à vendre, mais souvent, c'est des produits qui sont à faible marge. Donc là, tu ne génères pas de valeur pour l'organisation. Mais tu en génères, par contre, pour le vendeur. Oui. Le vendeur, lui, il se donne une table dans l'eau, il a réussi, mais exactement. Concrètement, pas tant, tu sais. Exactement. Fait que c'est ça, c'est l'interrelation. Puis techniquement, pour être vraiment bien cadré, on ne veut pas que nos résultats clés se dispersent. On veut vraiment avoir une rigueur dans l'interrelation. Donc, tu n'as pas plus que 3 à 5 résultats clés pour un seul objectif.
OK. Puis pour être capable d'être vraiment focus, parce qu'ultimement, souvent ce qu'on voit dans les organisations, on enlève le ultimement, mais ce qu'on voit dans les organisations, c'est une dispersion. Hein? C'est qu'on se donne des objectifs, puis là, on a à plus savoir quoi faire. Là. OK. Mais quand tu veux dire, pour un objectif, par exemple, ça serait mon chiffre d'affaires ou mes ventes, mes indicateurs clés, pas plus que 5. Dans le contexte qu'on parlait tantôt, c'est-à-dire me rendre à 5 millions, c'est mon objectif. Puis mes deux... Oui, bien, en fait, c'est que ça peut... Non, pas nécessairement, c'est ça. J'essaie de regarder dans ma tête pour les gens qui nous écoutent, puis je suis un peu mêlée. Mais... OK. On a une vision organisationnelle. Pour être capable d'atteindre notre vision, on a des objectifs stratégiques à atteindre. Les objectifs stratégiques, ça peut être varié, ça peut être de développer, d'être reconnu dans un nouveau marché. Ça peut être, ça peut être de dire, OK, j'introduis de façon efficace mon nouveau service. Ça peut être, j'améliore mon expérience client. Mais tu sais, c'est toujours aspirationnel. Qu'est-ce qu'on veut faire de mieux ou de plus? Ouais. Puis l'autre question, c'est de se dire, OK, mais pour être capable d'arriver là, pour atteindre cet objectif-là, c'est quoi les résultats concrets que je dois avoir qui vont me dire que je suis en train d'atteindre cet objectif-là? OK. Là, j'avais pris l'exemple des ventes pour faciliter la compréhension. Là. Mais ça veut dire que c'est ça, dans mon objectif de vente, oui. Un de mes résultats serait le chiffre d'affaires de 5 millions, serait ma satisfaction client à tel niveau. Puis ça, c'est des résultats clés que je vise puis qui sont mon indicateur de succès d'objectif. Exactement. Exactement. Fait que, tu sais, on l'amène, mettons, à quelque chose de très terrain, là. On fait l'implantation d'un nouveau système. Transformation numérique. Mon ERP, comment je veux que mon implantation se passe? Mm-hmm. Parce que, tu sais, ultimement, l'implantation d'un ERP, c'est un outil, c'est un levier. OK? C'est une initiative. Mais ultimement, qu'est-ce que je veux faire? C'est quoi l'objectif que je veux atteindre avec l'implantation de mon nouveau système? En théorie, ça pourrait être des objectifs comme une meilleure planification. Je veux que ma planification se fasse sans heurts, qui me permette d'avoir une visibilité globale sur ma capacité interne. Exact. Hein? C'est assez audacieux. C'est assez audacieux. C'est assez audacieux, mais c'est le fun. Oui. OK. Qu'est-ce qu'il va me dire? C'est quoi les résultats concrets qui vont me dire que je suis en train d'atteindre cet objectif-là, qui est audacieux? Parce qu'ultimement, si on veut avoir un changement, il faut qu'on soit audacieux. Ouais. Fait que là, ça vient de cadrer ton projet. C'est pas juste de faire une implantation, c'est pas juste d'avoir une vision, c'est d'avoir une vision sur... Là, tu viens donner l'intention encore plus grande sur ton projet. Fait que ton objectif, il est vraiment bien cadré. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avance pas les yeux fermés. Fais pas une implantation pour faire une implantation, puis ton implantation ne sera jamais terminée tant et si longtemps que je ne serai pas capable d'avoir une vue sur ma planif, mettons. D'avoir une vue vraiment intégrée sur ma planif. Si tu as un indicateur clé que je vois instinctivement, ça serait d'avoir un plus haut taux d'adhérence à l'horaire. Parce que si ta planification est bien faite, tu vas avoir un bon taux d'adhérence à ton horaire parce que tu vas avoir une planification qui est consciente. Là. Exactement. Okay. Ça veut dire qu'un respect, mettons, tu dis, OK, aujourd'hui, on a un respect de mes commandes clients de 75 %. Mais ça veut dire que, OK, 95%. Pour être 95 95 %. Fait que là, je pense de 75 à 95 %. Fait que là, gang, tant et si longtemps qu'on n'a pas atteint le 95 %, mon projet n'est pas terminé. Exact. Même si mon ERP est en place et est fonctionnel, je n'ai pas atteint mon objectif. Oui, c'est ça. Oui. Puis là, tu mets d'autres moyens en place. Exactement. Et c'est pour ça l'intention vient faire toute la balance. Parce que si ton projet, comme on parle souvent, mettons un projet stratégique qui était d'intégrer un ERP, ben après ton intégration, tu dirais « Good job, j'ai fini ». Mais c'est ça qui se passe actuellement. Mais si je mets l'intention que c'était le gain sur ma planif, puis que je voulais me passer de 75 à 95, bien là, ma période de mise en place puis d'amélioration continue de mon système puis de l'intégration est très différente. Et ta gestion de changement? Oui, aussi. Parce que là, tu vas devoir la faire. Parce que là, tu vas te rendre compte que les gens utilisent encore l'ancien système en parallèle et Colin sont encore en train de planifier dans Excel. C'est sûr que je n'ai pas amélioré mon taux de respect de mes commandes clients. Vous comprenez? Fait que, tu sais,
C'est ça que ça crée, l'intention stratégique. Quand on parle d'exécution stratégique, c'est qu'on vient mettre dans nos opérations ce qu'on a comme objectif. Ce qu'on a comme objectif stratégique. Oui. Fait que c'est ça que ça permet de faire, dans le fond. Puis que là, on va parler, tu sais, on en parlait d'entrée de jeu. L'implantation, une transformation numérique, c'est un levier. Ouais. C'est pas une fin en soi. Mais c'est qu'on oublie. Pourquoi je suis en train de la faire? Pourquoi c'est comme si c'est ça. Oui. Exactement. Fait que c'est ça. C'est quand on parle de créer la cohérence dans le système, c'est de ça qu'on parle. C'est que chacune des décisions est alignée pour répondre à notre ambition et nos aspirations collectives. Puis j'imagine que en réussissant d'intégrer cette cohésion-là, puis l'interrelation, puis l'intention, ça enlève du bruit, là. T'sais. Assurément. Parce que, tu sais, je pense, par exemple, on dit merci aux subventions, mais les subventions sont quand même un grand bruit chez les entrepreneurs. Puis j'ai déjà rentré dans une visite d'usine, puis ils me parlent d'une machine qu'ils ont fait développer pour des milliers, tu sais, genre, de l'argent qui ne traîne pas ces tables, là. Puis elle roule pas. Puis je suis comme, mais pourquoi elle roule pas? Ah, ben finalement, c'était pas notre goulot. Puis là, t'es comme... Oui, exactement. Là, il y a quelque chose que j'ai pas compris, là. Comment tu as mis cet argent-là, à ce moment présent-là, pour que après que tu l'aies fait développer, tu te rendes compte que c'était pas ton goulot de production? Ouais. Là, tu te rends compte que finalement, l'enjeu, l'analyse, l'intention était plus basée sur, ben j'ai une subvention pour automatiser ma ligne. Oui, mais t'avais-tu besoin d'automatiser ta ligne ou cette partie-là de la ligne où il y avait quelque chose de mieux à faire avec peut-être moins d'argent qui n'aurait pas demandé la subvention? Fait que tu sais, t'es comme... Écoute, tu me fais plaisir, Marie, dans ton analyse. Parce que c'est ça. Tu sais, ultimement, c'est ça. Quand je vous disais, là, d'entrée de jeu, on parle des aspirations et des ambitions collectives. Et pourquoi est-ce qu'on fait un bilan état des lieux aussi poussé? C'est justement pour qu'on ait toute la même vue d'ensemble d'où on part. Pour pas qu'on parte sur des billets, pour pas qu'on soit influencé, pour pas qu'on soit dispersé. Ouais. Donnons-nous une vue d'ensemble. Où on est, puis à quel endroit on veut aller, puis c'est quoi les marches à monter. Ouais. Puis il faut que ton système opérationnel, il faut que tes objectifs stratégiques représentent les différentes marches que tu as à monter. Puis il faut que ce soit clair pour tout le monde. Fait que c'est là où le système des OKR devient super intéressant parce que on parle de cascade, mais on parle d'escalade aussi. Et là, je vous parle vraiment de la méthode, mais allez voir Measure What Matters. C'est vraiment, là, c'est la Bible. C'est eux qui ont amené à grand public les OKR. Puis il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations et ça devient très simple à comprendre. Mais un coup qu'on a établi nos 3 à 5 objectifs stratégiques corporatifs qui vont nous permettre, selon ce qu'on a établi. Puis tu as posé une question tantôt qui est extrêmement intéressante, à savoir comment on fait pour savoir si c'est les bons. Oui. Mais on ne le sait pas. On ne le sait pas. Mais ce qu'il faut qu'on arrive à faire, c'est justement apprendre de ça. Si on est capable de mesurer constamment l'avancement vers l'atteinte de nos résultats, des fois, ce qu'on se rend compte au tout début, c'est qu'on se dit « Hey boy, OK, j'ai pas été assez audacieux. » T'sais, finalement, on se rend compte qu'au bout d'une semaine, quand on met l'effort, on le réussit. Ah, OK, attends un peu. J'étais pas à la bonne place. J'étais pas au bon niveau. Fait que là, tranquillement, puis ça m'est arrivé avec une équipe. Avec une équipe en retraite stratégique, on établit les objectifs corporatifs. Puis finalement, quand on vient pour les cascader dans les équipes, donc dire aux gens, bien voici, il y a des résultats clés qui vont vous appartenir. Hein? Il y a des résultats qui vont venir influencer la façon dont vous faites les choses au quotidien. Puis là, bien, les gens me disaient, ben oui, mais ça, c'est des objectifs opérationnels, c'est pas des objectifs stratégiques. Oh. Donc, on a dit, là, OK, faut qu'on augmente notre jeu d'un cran. Ça veut dire que notre gang, là, est allumée. Ils sont capables d'absorber ça. Fait que là, on est capable de leur donner des objectifs qui sont beaucoup plus audacieux que ça. Fait qu'on retourne. Parce que j'imagine que le niveau d'audacité vient aussi avec ton équipe, là, tu sais. Oui, puis elle vient aussi avec l'expérience. Oui, c'est ça. Tu sais, souvent, là, c'est qu'on a l'impression qu'il faut qu'on soit audacieux au jour 1. Bâtissez votre... Bien, ça revient à l'affaire de la roue, là, tu sais. Exactement. Première année, tu te rends compte que, tu sais, deuxième année, tu l'enracides un petit peu plus. Troisième année, c'est vraiment, là, habituellement, tu gagnes en vélocité. Puis quand tu fais une planification stratégique avec les entreprises, c'est souvent sur quel gap de temps? Tu sais, je sais que tu as mentionné dans l'épisode précédent que tu fais pas mal des touchpoints aux ans pour être sûr, etc. Puis au fil de l'année, tu ne pars pas de temps 0 au temps 365 puis de dire « Oh, wow, il ne s'est rien passé » ou « Oui, tabarouette, on est dans le champ ». Mais
ta vision là, stratégique, Mhm. elle devrait être sur quelle période, tu sais? Bien, on le travaille toujours à 2 niveaux. OK. OK, vraiment, quand on parle de vision stratégique, on parle d'une vision stratégique qui est... Vision stratégique, on va la mettre à plus grande échéance. C'est une ambition collective qu'on veut atteindre. Puis, mais qui est quand même dans un horizon peut-être de 5 à 10 ans. OK. OK? Mais on amène aussi le concept de vision tactique. C'est-à-dire que on prend ça comme, OK, de 5 à 10 ans, là, on va se rendre en haut de notre montagne, là, on va mettre notre drapeau, puis on va dire, OK, tu sais, j'ai relevé là, le défi, j'étais arrivé au sommet. Mais on va se poser la question, OK, mais en cours de route, d'ici les 3 prochaines années, c'est comment on fait pour changer de camp? Ouais. Tu sais, imaginons-nous, tu sais, Ouais, on va imaginer l'ascension l'ascension du mont Everest. Ma vision stratégique, c'est au mont, c'est le mont. sommet. C'est le ouais. sommet. C'est le sommet. Mais après ça, tu as des camps, Base, de base là, en cours de route. Fait que c'est exactement le schéma qu'on utilise. OK. Fait que d'ici 3 ans, c'est quoi, à quel endroit on veut mettre notre premier camp de base pour nous permettre de faire au moins un premier step vers l'ascension. Ouais. Puis est-ce qu'après le 3 ans, mettons que j'ai ma vision sur un 5 à 10 ans, est-ce que je peux revoir mes objectifs stratégiques? En fait, on les revoit de façon annuelle. C'est ça, à ça. l'année. OK. Fait qu'on a une vision stratégique qui est plus long terme, on a une vision tactique 3 ans, et on part avec des objectifs annuels. OK, je comprends. Et nos objectifs annuels, on les découpe en objectifs trimestriels. OK. Fait que partout en cours de route, on est capable de voir si on est à la bonne place ou pas. Fait qu'on n'attend pas après 1 an. Non, mais c'est ça, c'était ça ma question. C'est trop tard, là. C'est beaucoup trop tard. Fait que, tu sais, c'est là où, quand on parle d'exécution stratégique, c'est que tu pars objectif stratégique, vision stratégique, objectif, vision tactique 3 ans, objectif annuel, objectif trimestriel. Puis après ça, bien, on fait des suivis. Oui, c'est ça. On fait des suivis vraiment de façon quasi quotidienne, là, hebdomadaire, mensuelle, trimestrielle. Puis là, bien, il y a un cadre à chacune des rencontres. C'est ce qu'on appelle l'exécution rythmée, là. À chacune des rencontres, il y a des sujets de conversation qui sont différents pour nous permettre de demeurer alignés. Puis toujours attacher nos opérations avec la volet stratégie. Faire en sorte qu'on demeure avec la cohérence constante. Oui, c'est ça. Parce que tu ne veux pas aller champ gauche avec ta stratégie pendant tes opérations. Ben non. C'est eux, au bout du compte, là, qui... Puis au-delà de ça, tu sais, en même temps, c'est pas... Mettons, s'il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais, dans le 3 mois, dans le trimestre, là, tu te rends compte que, hey boy, tu viens de perdre un client majeur. Bien, on s'entend-tu qu'on va se donner la chance de réviser, là, puis de réallouer nos ressources différemment? Hein? Fait que c'est là où on devient parce qu'il faut agile. être proactif, là, aussi. Exactement. Agile aussi. Exactement. Okay. C'est là qu'on devient innovant. Oui, c'est ça, au bout du compte. Résilient, innovant, adaptatif. Adaptatif. Puis on parle beaucoup de culture d'innovation, mais dans le fond, là, une culture qui favorise l'adaptation. C'est ça qu'on veut, puis c'est ça qu'on développe dans un contexte de capacité dynamique. Qu'est-ce qui se passe dans mon environnement interne et qu'est-ce qui se passe dans mon environnement externe? C'est quoi les signaux que je suis capable d'aller chercher, d'intégrer dans mon système de jeu et de réallouer mes ressources en temps opportun pour être capable de faire face, demeurer agile et faire en sorte qu'on passe à travers tous les mouvements. Là. Puis là, tu as dit allouer les ressources, mais est-ce que c'est un défi pour les entreprises que tu accompagnes de comprendre l'importance d'allouer du temps? Tu sais, parce que j'ai comme l'impression que les bonnes intentions sont souvent présentes en entreprise. Ils font le premier bout de chemin à titre de direction. Puis là, quand tu es rendu, par exemple, avec tes objectifs, il n'y a comme pas le pont à « je comprends qu'il va falloir que je libère du temps à certaines ressources pour qu'eux fassent le chemin. » tu sais. Est-ce que Mais en fait, c'est plus organique que ça. Puis c'est pour ça que j'aime ça, les OKR. Okay. C'est plus organique que ça parce que le fait qu'on les cascade... Tu sais, un résultat clé, on prenait tantôt l'exemple des ventes. Oui. Mais les ventes, là, dans le fond, là, le résultat clé ou ce qu'on a mis comme objectif avec les résultats clés, c'est très opérationnel, ultimement. Oui. Ça va venir influencer directement ce qu'on fait au quotidien. C'est pour ça que je dis, quand on dit qu'on part de la stratégie puis qu'on vient influencer la façon dont on fait les choses au quotidien, c'est juste ça qu'on fait avec cet objectif-là.
On va venir influencer, on va venir donner une intention différente. Mais ultimement, les ventes, là, ils font des ventes. Oui. C'est juste qu'ils vont faire les ventes différemment, Oui. avec des résultats, et puis ils vont être mesurés différemment sur les résultats qu'ils vont aller jeter. Vous comprenez? On vient créer comme la cohérence dans le système. Oui. Il n'y a pas personne qui a, à moins qu'on se dise, bien là, écoute, pour être capable d'arriver là, moi, j'ai besoin de revoir toute l'architecture de mon CRM. Ouais. Ah, fait que là, ça devient une initiative, un projet, qui, là, va venir soutenir directement le résultat que je souhaite atteindre. Ouais. Parce qu'encore une fois, notre CRM, il faut que ce soit un outil d'exécution de notre stratégie. Oui. Fait qu'il faut absolument que l'information que j'ai dans mon CRM soit celle qui me permet de mesurer si je suis en train d'atteindre mon résultat clé. Absolument. Puis on parlait de data-driven tantôt. Ouais. Les premières données, les premières informations qu'on devrait avoir, ce seraient les informations qui permettent de réaliser ces objectifs-là. Exactement. Exactement. Ouais. Fait que c'est là où on crée, tu sais, tantôt tu as dit, tu sais, le système, dans le fond, c'est une roue. Ouais. Mais je ramène, tu sais, oui, notre modèle est basé sur la roue. Puis les questions clés, c'est de dire, OK, quelles sont mes aspirations et mes ambitions collectives? C'est mon architecture stratégique que j'établis ici. Après ça, ce que ma culture et ma dynamique d'équipe me permet de soutenir, est-ce que c'est cohérent? Est-ce que ma proposition de valeur, elle est alignée? Est-ce que la valeur que je génère chez mes clients et ce pourquoi mes clients me reconnaissent, est-ce que c'est vraiment ça? Est-ce que mon système, tout mon système opérationnel, hein, compétences, capacités, système numérique, tous les outils, est-ce qu'ils supportent mon ambition? Est-ce que l'information que j'obtiens est la bonne? Puis après ça, est-ce que je suis capable de faire du sens? Capacité dynamique, est-ce que j'ai une veille? Est-ce que j'alimente? Est-ce que je continue à alimenter ma réflexion? Puis pour faire en sorte que, je reparte l'année 2. Je revois mon architecture stratégique. Est-ce qu'elle tient encore la route? Et là, je repars un autre tour de roue. C'est pour ça que la première épisode avec toi, je crois qu'on a parlé d'amélioration continue, mais au bout du compte, ça fait partie. C'est constamment. Mais c'est ça. L'innovation et l'amélioration continue, si on a un mindset de management stratégique, c'est du continu. Puis une planification stratégique, malheureusement, les gens le voient comme étant un exercice fini. Oui, c'est ça. Et écoute, c'est un mindset. Puis moi, je le dis à tous mes clients, c'est un mindset qu'on est en train de développer. C'est pas un exercice de planification stratégique que je suis en train de faire avec toi. Oui, c'est ça, je comprends. C'est du continu, là. C'est à tout. Puis je pense que c'est pour ça ma question de comment est-ce que tu as des freins au niveau de l'entreprise pour le temps investi envers les objectifs, mais sûrement pas vu que le mindset est établi puis que ça fait partie plus de l'ADN et des choix que vous faites au quotidien. Parce que dans mes expériences du passé, mettons en manufacturier, ils veulent aller à droite, mais ils éteignent tellement de feu à longueur de journée que quand tu leur dis « Ouais, mais non, mais il faut que tu avances aussi dans l'objectif d'aller vers la droite là, pour établir tel marché ou développer tel produit. » Puis là, ça l'aboutit comme pas, tu sais. Ça revient à ce qu'on se disait, il y a de quelques épisodes. C'est quoi le comportement qu'on doit changer? Parce que c'est des croyances, ça. Quand on parle d'évolution de la culture, c'est ça. Quand on parle de mindset, c'est la culture. Oui, c'est ça. Bien, puis là, ça revient à l'importance du leader. Parce que si lui, il tape sur les doigts parce que tu es en retard pour une livraison, mais que ton système... C'est ça. C'est sûr que ton système... Tu sais, c'est sûr que tout ton volet de bonification, ton volet d'évaluation, ton volet d'indicateurs... C'est vraiment... Puis c'est ça qui arrive aussi, hein. Tu sais, on va reprendre les ventes. Puis le volet opérationnel, je suis une fille de marketing. Hein. Fait qu'on y va au niveau des ventes. On dit ce qu'on veut avoir, c'est des clients qui reconnaissent notre valeur. Oui. Mais assurons-nous, Caroline Debine, que toute la bonification soit cohérente. Oui, c'est ça. Tu ne veux pas juste des ventes. Tu veux, par exemple, des clients qui renouvellent, qui reviennent parce qu'ils sont conscients de la valeur que tu leur donnes. Fait que ta bonification au niveau de ton équipe de vente, assure-toi qu'elle reconnaisse le comportement que tu souhaites voir arriver. Oui, c'est ça. Ouf! Non, mais c'est intéressant, puis je trouve que ça apporte une nouvelle façon de voir la situation, tu sais, tu l'as bien dit,
ta planification stratégique, c'est pas un atelier puis qui a un début, fin, puis on se revoit dans 3 ans. Là. Tu sais, tu le dis bien, c'est un mindset, c'est une attitude, c'est un comportement, c'est des efforts continuels que tu vas mettre avec intention en vue de tes objectifs, tu sais. Exactement. Fait que je pense que ça vient apporter aux gens qui nous écoutent une vision différente de dire, OK, il suffit pas juste que je me dise j'ai le projet d'implanter un ERP, c'est non, j'ai une lacune en ce moment au niveau de ma planification, ça me nuit, je dois améliorer mon état d'amélioration. L'outil du ERP peut être une bonne méthode, mais c'est pas parce que je l'ai implanté que j'atteins mon objectif qui était d'améliorer ma planification. Fait que je pense que ça vient enrichir un peu l'échange qu'on a déjà eu dans le passé, qui est, c'est bien la stratégie, ça te permet de prendre des décisions adaptées vers ta vision, mais plus que ça, l'intention vient vraiment faire la finalité en continu, tu sais, parce que ça, c'est de l'amélioration continue, mais la finalité de je suis allée chercher le vrai gain que je recherchais auprès de ma production, de ma qualité, de mes clients, de mes ventes, tu sais, ça vient comme vraiment, je dirais, peaufiner la raison du pourquoi, là, tu sais. Oui, tout à fait. Puis le système d'exécution que moi, j'ai trouvé qui permettait ça, c'est vraiment les OKR. Objectif qui result. Les objectifs et les résultats clés. Exactement. Je te dirais qu'avec la conversation qu'on vient d'avoir, là, moi, c'est la première fois que je vois vraiment le lien entre comment concrètement on attache une vision, puis qu'on a des moyens en place qui arrivent sur le plancher qui vont en fonction de cette vision-là. Puis ça, je trouve ça vraiment intéressant comme chemin qui est possible de visualiser, parce que ça répond à la question, bien, concrètement, comment qu'on fait en tant que gestionnaire pour mettre en place des choses qui nous permettent de réaliser la vision. C'est ça qu'on vient de dessiner d'une certaine façon dans la conversation. Là. Oui, puis tu sais, la question que... Puis pourquoi est-ce que j'en suis arrivée avec cette méthodologie-là, c'était vraiment ça. C'est la question que j'avais, moi aussi, comme directrice. C'était ça. C'est-à-dire que, OK, superbe vision. Mais encore. Comment? Je l'ai faite, mais je fais comment pour permettre à quelqu'un d'autre de le faire aussi? Puis c'est de sortir aussi de notre tête. Parce que là, c'était le fun. C'était moi, j'avais les 2 mains sur le volant. Je n'étais pas dans une équipe non plus où on était 350. Là. Mais comment tu fais comment je fais pour que les gens comprennent? Parce que probablement que j'aurais peut-être été capable d'atteindre mes objectifs plus rapidement. La transformation se serait peut-être faite de façon encore plus facilement. Parce qu'on s'entend que ça a été une transformation de culture, ça a été douloureux. Oui. Tu sais, je veux dire, là, c'est genre, je raconte ça, on a réussi, tu sais. Il faut le célébrer, là. Mais il reste que ça a été extrêmement douloureux, là. Ouais. Ça a fait mal, ça a coincé, puis, tu sais, il y a des choses. Fait que, tu sais, moi, je me disais, OK, mais là, je l'avais en tête. Comment j'aurais pu transmettre ce que moi, j'avais en tête? Comment j'aurais pu... Puis ça, c'est souvent ce que les gens me disent. C'est souvent ce que les entrepreneurs me disent. Je peux pas prendre ce que j'ai en tête puis le transmettre. Comment ça se fait que les gens ne le comprennent pas puis qu'ils le voient pas? Mais des bâtisseurs et des entrepreneurs, c'est ça. Tu as une vision. Comment tu traduis ta vision en quelque chose de concret? Oui. Puis tu sais, moi, j'entends beaucoup, c'est concret, mais aussi vulgarisé et mâché. Tout à fait. Tu sais, trop souvent, tu es autour d'une table avec plusieurs intervenants, puis tu n'es pas en train de vraiment de parler de la même affaire. Tu parles pas de la même affaire. Tu parles du même sujet, mais personne parle de la même raison du pourquoi. Exactement. Fait que je pense que c'est ça la distinction avec ce que tu apportes, c'est que c'est tellement mâché, vulgarisé, puis basé sur une intention que je pense que ça doit rapprocher tous les intervenants plus dans le « Ah, je comprends pourquoi je le fais maintenant » et non « Ah, ben non, mais moi, ça ne m'apporte rien, cet objectif-là, fait que je continue dans ma direction, puis parlez-moi-en pas, ça me touche pas. » Mais finalement, ça touche tout le temps tout le monde, tu sais. Oui. Exactement. Puis, tu sais, ultimement, tu peux demander aussi, quand on parle, là, c'est dans un contexte de cascade, mais tu peux aussi demander après ça pour que tout le monde se sente concerné. Parce que ça se pourrait qu'il y ait quand même des objectifs, des résultats clés qui ne se cascadent pas directement. Mais c'est là aussi où on va poser la question, OK, comment tu vas contribuer, même si ce n'est pas direct. Tu vas être un élément contributeur avec une autre équipe là, qui, eux, sont responsables d'eux. Fait qu'on crée quand même à ce moment-là la transversalité. Puis l'importance de dire, écoute, Diane, comment toi, tu vas contribuer à... Fait que
c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on souhaite faire finalement, là, créer cette espèce de cohérence-là, puis faire en sorte qu'on sorte des silos, puis qu'on comprenne tous qu'ensemble, on contribue à atteindre quelque chose de plus grand que nous, individuellement. Exact. Absolument. Je pense que notre dernier échange a fait quand même un bon résumé de ce qu'on a couvert avec toi, Marie-Ève. Mais avant de clore l'épisode, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris, que tu partages souvent à tes entrepreneurs qui mériterait d'être partagé aujourd'hui? Peut-être non, peut-être qu'on l'a déjà couvert aussi. Là. C'est juste une tribune, tu sais. Nous, on t'a posé beaucoup de questions parce qu'il y a plein de sujets qui nous intéressaient, etc. Mais y a-tu quelque chose qu'on n'a pas couvert qui pourrait faire la différence pour les gens qui nous écoutent? Bien, en fait, puis je ne veux pas tomber cliché, là, mais dans un contexte comme celui-là, sur Pilier au cœur, techniquement, tu sais, dans la conversation, ça nous amène là aussi. Un, c'est du continu. Oui. Donc, il n'y a pas de fin en soi. Puis l'important, c'est qu'est-ce qu'on apprend en cours de route. Ouais. Parce qu'encore une fois, une entreprise, on n'est pas dans une game finie, on est dans une game infinie. Mm-hmm. On est dans une joute qui n'a pas de fin. Non, c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on apprend à chaque tour de roue qu'on fait ensemble, collectivement? Et comment on fait pour que la prochaine fois, on soit encore meilleur? Ouais. Donc, c'est vraiment ça. C'est d'arrêter de voir les plans de match, les objectifs comme étant une fin en soi. Écoute, c'est du continu. Oui. Puis j'ai adoré dans le premier épisode avec toi, tu as dit dans ton mémoire, tu avais écrit un individu ne peut être parfait, mais une équipe peut l'être. Puis je pense que ça vient faire vraiment la boucle. Là, quand tu dis le collectif, ben c'est ça. C'est pas le propriétaire ou le dirigeant en haut qui va l'idée. Ben, il va l'idée, mais c'est pas lui qui va tracer le chemin puis qui va le faire seul. C'est la collaboration puis l'effet de communauté envers cette vision-là qui vient faire une grosse différence, j'ai l'impression. Exactement. Bon, c'était très, très, très enrichissant, intéressant, puis ça m'a apporté une nouvelle vision. Mais je pense que vous l'avez compris, je faisais mes propres résumés dans ma tête à travers l'épisode. Mais un énorme merci, Marie-Ève, pour ta contribution. Merci, vraiment. Ça a été super chouette, finalement. Oui, ça a été, on ça a est été accueillants vraiment comme ça, formidable. nous. On vous dit à la maison, si vous voulez en apprendre davantage ou vous avez adoré le discours de Marie-Ève puis vous aimeriez en savoir plus, n'hésitez pas à contacter Marie-Ève Bellemare chez Zone 4 Équipe Conseil. Elle pourra potentiellement vous aider dans votre prochain accompagnement, voir un petit tour de roue avec vous pour votre prochaine planification stratégique. On va mettre ces informations dans la description de la vidéo. Absolument. Sinon, on vous dit un énorme merci à vous à la maison de nous avoir écoutés. On espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui, que ça vous a peut-être ouvert l'esprit sur différentes pratiques à mettre en place au sein de votre entreprise. N'hésitez surtout pas à partager notre contenu, puis en parler en grand nombre, ça peut faire la différence. Plus on en parle, plus on apprend, plus les connaissances sont partagées. Puis on aime ça comme ça chez le Gym numérique. Absolument. Donc, sur cette belle conclusion, on vous dit à bientôt.